Alors, on va parler d'hypertension artérielle. Les nouvelles recommandations viennent de sortir il y a juste 2 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et on a vécu l'évolution de la maladie d'hypertension ensemble depuis des années. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, voici les recommandations. Donc, ça fait juste 2 mois maintenant. La première chose que je tiens à remarquer, on le dit, on le répète, regardez l'hypertension artérielle, comment elle évolue dans le monde. Toutes les maladies, les facteurs de risque et mortalité par facteur de risque. Et vous voyez que c'est stable, sauf l'hypertension artérielle radio 4Z. C'est un facteur de mortalité numéro 1. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à le gérer. Malgré les recommandations, malgré tout ce qu'on fait, elle continue à s'aggraver et à tuer plus de gens. Et c'est une énigme pour la communauté médicale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les recommandations, ils essayent d'aller plus fort, c'est-à-dire de taper plus fort cette maladie pour essayer de contrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puisque ça reste le facteur numéro 1 de mortalité. La première chose, simplifier la classification. Ça simplifie la discussion entre collègues. L'année dernière, il y avait les recommandations de la Société d'hypertension internationale et européenne. C'est différent de l'ESC. Et l'année dernière, en dehors du grade 1, 2, 3 qu'on connaît tous, il y a 14, 16, 16, 18 et plus de 18, ils avaient ajouté l'année dernière, s'il vous plaît, des stades. Stade, stage 1, vous le voyez. Stage 1, stage 2, l'année dernière, on a avancé ça. Mais on avait critiqué en disant que c'est compliqué. Eh bien, cette année, regardez, 2024, ils ont dit, Barakam Nedchi, on va simplifier. Il y a 3 situations. L'oula, vous avez une tension non élevée. Deuxième, vous avez une tension élevée. Et une troisième, hypertension. À dire la classification. Normal, moins de 12. Moins de 12. Moins de 12 et moins de 7. Deuxième, élevé, c'est entre 12 et 14, entre 7 et 9. Ça s'appelle, 13, 8, on doit l'appeler, non, pas hypertension, et pas normale haute. Vous avez une tension élevée. Et la troisième, hypertension à partir de 14,9. Si on a compris la première diapositive de la maladie, les radio 4Z, une des choses qu'ils ont trouvé, ces recommandations, de dire, eh bien, on va la prendre à la racine. Les fêtes 12, comme ça, et les médecins et les malades prennent conscience que cette maladie est sérieuse. Je crois que c'est un peu l'esprit de ces recommandations. Ensuite, et vous voyez que c'est en recommandation 1 qu'on nous dit qu'il faut utiliser ça. Donc, et pourquoi c'est simple? Parce que tous ceux qui ont plus de 14,9 vont être traités. Il n'y a pas de discussion. Et tous ceux qui sont là, la discussion là, Kador, Mabin 12, 14, 7, 9. C'est ça la discussion pour le traitement. Alors, ces gens-là, et suivez-moi, c'est 3 minutes où les choses ont changé, et essayez de retenir cette nouvelle façon de voir. Les chiffres élevés entre 12, 14 et 7 et 9, qu'est-ce qu'on fait? Tension élevée, Shrandiro. Première chose, le malade a une de ces 5 situations. Vous arrivez à les voir. Donc diabète, maladie rénale, on m'a donné en face.
insuffisance cardiaque, diabète, hypercholestérolémie familiale, s'il a une de ces 5, c'est-à-dire maladie athéromateuse ou insuffisance cardiaque, insuffisance rénale avec une clearance à moins de 60 ou une albuminurie à plus de 30, ou bien s'il a une maladie vasculaire ou un diabète ou une hypercholestérolémie, ça, un dosol grade fokhani. S'il est comme ça, on le considère comme une HTA et comme s'il a besoin de traitement, d'un traitement pharmacologique. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, s'il n'a rien de tout ça, merci, Sikhlafa, vous avez parlé du score, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On calcule son score. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous le score. Bien sûr, celui qui a un score élevé, on le considère dans le groupe qui aura besoin de traitement. Celui qui a un score bas, pas besoin. Et le problème, celui qui a un score intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, si le score est élevé, eh ben, c'est comme s'il avait une de ces 5 choses, on va up classifier, entre le grade. L'hypertension artérielle, et là, qu'est-ce qu'on fait? Il est entre 12 et 14. Réfléchissez avec moi. On ne va pas commencer tout de suite un médicament. On va lui dire 3 mois. 3 mois, vous allez faire régime, mode de vie, sport. Et si au bout de 3 mois, il reste à plus de 13,8, après 3 mois, doit. C'est beau, c'est clair. Vous allez me dire, on a oublié ceux qui ont un score intermédiaire. Moins de 5% de score, il est entre 12 et 14. Moins de 5, qu'est-ce qu'on fait? Salam alik, l'année prochaine, contrôle dans 1 an. Maintenant, ceux qui sont intermédiaires, 2 situations. Si c'est une femme, est-ce qu'elle a eu une prééclampsie? Est-ce qu'elle a eu un diabète gestationnel? Est-ce qu'elle a eu des complications de la grossesse? On sait que tous ces gens-là, toutes ces dames, elles finissent par l'hypertension artérielle. Et donc, ce n'est pas la peine d'attendre qu'elle arrive à 15 et à 16 et à 18. Dès elle a ça, entre 12 et 14, on va lui appliquer de la recommandation. Les hommes et les femmes, on va voir ici à droite. La génétique d'Yalhom, la génétique, c'est les Asiatiques du Sud, les plus exposés. Donc, si on a un Asiatique du Sud, entre 12 et 14, risque intermédiaire, on le considère comme étant un candidat à un traitement. Et vous avez toutes les autres choses, c'est-à-dire ça va du HIV aux maladies chroniques, à la maladie mentale. Ils sont à considérer, ça s'appelle des risk modifiers. Ça veut dire que c'est des choses qui vont modifier le risque. Voilà, c'était les 2 minutes où il fallait se concentrer. Cette diapositive, merci. Cette diapositive, elle résume très bien tout ce qu'on vient de dire. Elle a normal, elle a hypertension, elle a entre 12, 14, 7, 9, ou bien il a des conditions de haut risque, ou on calcule le score élevé, ou bien le score entre 5 et 10 avec des risques modifiers. Et si la réponse est oui, on confirme toujours par des mesures ambulatoires ou des mesures par Holter. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'il y a de changé. Important. Maintenant, l'objectif de tension. Il y a quelques mois, avant ces recos, on a présenté les recos de 2023 et je remercie ceux qui m'avaient demandé de faire la critique. C'est les mêmes qui me demandent de reparler de 2024. Donc Atlas Farm, il m'avait dit, les internistes veulent que tu leur parles des recommandations de 2023. Et on était, je pense, en juillet, il n'y avait pas encore ces recos. Et la critique. Et
on avait critiqué la classification, on a critiqué l'objectif de tension, le Kunjia dit 2023. Je vous fais grâce. S'il est tel âge, entre 14 et 15 s'il est âgé, mais il peut descendre entre 12 et 13 s'il a une systolique isolée. Attention, la diastolique, c'est kharbaq. Et maintenant, ils ont mis un objectif beaucoup plus simple en nous disant l'idéal, c'est quoi? Systolique target range, l'idéal c'est entre 12 et 13 de systolique. Et je vous assure que la diastolique posait un gros problème. Et parce que, attention, il ne faut pas 7, il ne faut pas baisser, il ne faut pas... Maintenant, on ne parle plus de diastolique comme objectif, on parle de systolique entre 12 et 13. Et vous voyez très bien, ça c'est un systolique. Et en dehors de ça, certaines personnes, on va tolérer juste moins de 14. Ça veut dire 13, 13 et demi. Je connais deux qui font de l'hypotension orthostatique parce qu'il se met debout, la tension chute et il est faible. Donc on accepte, entre 12 et 13, on accepte de monter plus, mais il ne faut pas qu'il dépasse 14. Ça, c'est les premiers. Et les deuxièmes, les plus de 85 ans. C'est des personnes âgées. Il a dit, faites très attention quand vous commencez un traitement de tension. Ne vous pressez pas, ne baissez pas trop la tension d'un seul coup. Allez-y doucement. Et vous voyez ici, à plus de 85 ans, même l'objectif, ce n'est pas la peine de baisser beaucoup. Donc, tout le monde entre 12 et 13, mais on accepte un peu plus sans arriver au 14 pour les deux. Hypotension orthostatique clinique et deuxièmement les plus de 85 ans. Voilà, c'est tout. C'est pour ces deux-là. Et là, franchement, c'est un 2B, c'est-à-dire j'en parle même pas, Hadi, parce que 2B, c'est pas une bonne recommandation. Maintenant, les bases du traitement, elles ont changé. On ne traite plus, on nous recommande différemment. Regardez qu'est-ce qu'il y a eu de changé. Commencez par IEC ou ARA2 associé ou à un calcique ou à un diurétique. Comme toujours, ici, on nous laisse le choix. Wesh le calcique, wesh le diurétique, on nous laisse le choix. Mais regardez ce qui est très important, on nous dit low dose, c'est-à-dire allez-y avec la faible dose de l'association. C'est le message numéro 1. Faible dose de l'association, que ce soit avec un calcique ou avec un diurétique. L'étape suivante à laquelle on était habitué, eh bien c'est quoi? L'étape suivante, on passe à la forte dose. Là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Triple association à faible dose. Et on n'en a pas beaucoup au Maroc, c'est compliqué. Et puis, je ne sais pas comment on va gérer ça. Et voilà. Et puis après, pardon, je reviens ici. Ceux qui ont besoin que de la monothérapie, c'est qui? Qui a besoin que de la monothérapie? Fragile, fragile, on va voir. Ouais. Alors regardez la liste. Il y a ceux plus de 85 ans, c'est indiscutable. Et il y a ceux qui ont symptomatique orthostatique hypotension. Ceux qui ont les deux qu'on a dit tout à l'heure, l'hypotension, les plus de 85 ans, une tension artérielle. Non, regardez, elevated entre 12 et 14, hadouk nes l'ilkhiti en 12 et 14, vous avez attendu 3 mois, au brat plus de 13-8, commencez avec une monothérapie. Cas limite qui ont des facteurs de risque, des choses comme ça. Ça, c'est très important. Et ensuite, les fragiles, les gens fragiles.
Voilà, donc on va pour la single pill combination, c'est-à-dire la combinaison, elle est là depuis 2018, il faut donner l'association. Et on sait très bien que l'avenir, il va vers la combo, la polypile, on en parle depuis longtemps. On en avait parlé avec vous il y a très longtemps. Et vous voyez ici, aspirine, statine, IEC, ça arrivera bien. Et puis l'étude TIPS 3 l'avait montré. Et on sait très bien que depuis longtemps, mahd kanzidouf les comprimés, mahd l'observance, la compliance diminue. Et vous voyez, quand on prend un comprimé, 80% sont compliés, un par jour. Et quand on arrive à 4 comprimés, il n'y a plus que la moitié des gens qui sont adhérents au traitement. C'est pour ça que cette single pill de combination, elle est obligatoire. La monothérapie, c'est les 4 qu'on vient de voir. Ou baisse. Plus 85, hypotension orthostatique, fragile, aoula, 1, 2, 13, 8. Et à ce moment-là, on y va en monothérapie. Voilà, 13, 8 et plus. Donc, un mot sur la grossesse, pour vous dire que, je ne vais pas détailler la grossesse, mais juste pour vous dire que on prend en charge pharmacologiquement à partir de 14,9, ça n'a pas changé. Et juste pour vous dire que, attention, not below 80 for diastolique. Pour la femme enceinte, essayez de préserver la diastolique à plus de 8. Not below, ne faites pas sous le 8. En diastolique, pour la femme enceinte, à cause de la perfusion placentaire, le risque d'hypotrophie fœtale, etc. Voilà. Et donc, les médicaments préférés, l'abétalol, méthyldopa, on l'a. Bon, on n'a pas le extensive release nifedipine, mais souvent on utilise d'autres calciques. Voilà. Un mot de changement, qu'est-ce qu'il y a eu dans la résistante? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'acheter résistante? On donne, vous connaissez la définition, Yak? Trithérapie et il garde plus de 14,9, ADIA résistante. 4e médicament qu'on donne normalement, spironolactone. 5e, on nous dit athéolibriti. Mais maintenant, on nous dit, ce qui a eu de changer, c'est que, regardez, on nous dit, après la spironolactone, bêta-bloquant. Si vous ne l'avez pas déjà donné, pour autre chose, il faut le donner. Et pour la première fois, on parle de dénervation, c'est-à-dire interventionnelle, mais ça reste uniquement un 2B, ce n'est pas une bonne recommandation pour l'instant. Les médicaments de choix, on prend un moment pour en parler, parce que là où il faut donner une association avec un diurétique, c'est des circonstances particulières, quand la personne est très âgée, insuffisant cardiaque, et la personne de race noire, c'est surtout calcique diurétique, et là, c'est les bêta-bloquants. Et j'aime bien rappeler un petit peu la place de tous les IEC dans le traitement de l'hypertension, en disant que, quel que soit votre IEC, pour traiter une hypertension, ils se valent tous. Et certains ont des préférences, par exemple, prévention de l'AVC, et ça je parle d'études, avec le périndopril. Les high risk, on le sait avec le ramipril, il y a eu des études. Donc je vous donne un petit peu pour chaque, et le périndopril, pour chaque situation, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est. En post-infarctus, il y a le captopril, enalapril, et en insuffisance cardiaque. Et vous voyez aussi qu'on peut utiliser le zofénopril et le ramipril aussi dans ces situations. Diabète, neuropathie, ramipril, périndopril, enalapril et l'albuminurie, la voilà. Maintenant, je veux parler du lisinopril. Le lisinopril n'est pas connu, mais on a vécu, je crois, avec vous tous, l'étude All Hat. Vous vous en rappelez? Ah là?
Et la mathématique, c'est grave. Olhat. Olhat, c'était la plus grande étude sur l'hypertension artérielle en 2001 qui avait comparé 10 000 personnes l'isinopril avec 10 000 personnes le calcique, l'amlodipine, 10 000 qui ont pris un diurétique et 10 000 qui ont pris un central. On l'appelait le Titanic des essais cliniques. Pourquoi ils ont choisi le lisinopril pour représenter toute la classe des IEC aux États-Unis? C'est une molécule qui est, on va dire, number one ou très connue. Ici au Maroc, on ne l'a pas eu au début, dans les années 2000. On vient de l'avoir ici maintenant en association, mais c'est un IEC qui est efficace. Regardez le nombre d'études qu'on a dessus, et il y a Olhat, vous le voyez, Olhat, elle est là, et c'est pour ça qu'il a été choisi. Et on se rend compte, regardez sur ces études-là, on se rend compte qu'il y a une efficacité dans l'HVG. Si vous avez des patients en HVG, dans le post-infarctus et l'insuffisance cardiaque, dans la maladie rénale, HTA et maladie rénale, vous voyez qu'en jaune, vous avez les positions du lisinopril. Et je prends une minute pour vous le présenter, puisqu'il n'est pas connu. Il inhibe, bien sûr, c'est un IEC, il inhibe l'enzyme de conversion. Et, s'il vous plaît, il me reste 2 minutes, vous restez concentrés avec moi. Une des bonnes indications, c'est quand il y a une HTA avec une hypertrophie du ventricule gauche. C'est les HTA anciennes, mais quoi d'autre? Les diabétiques. Les diabétiques font beaucoup d'HVG. Donc les patients qui ont une HTA avec un diabète vont faire de l'HVG. Et là, comme il faut aller en single pill combination, cette association, elle est très intéressante et elle est disponible. Donc c'est une bonne indication numéro 1. La deuxième bonne indication, c'est HTA et maladie coronaire, puisque nous avons et le calcique et l'IEC. Et je voudrais vous montrer les dernières recos du mois dernier sur la maladie coronaire stable. Et regardez bien, ça c'est les recos 2024 de la maladie coronaire. On nous dit qu'il faut utiliser aussi bien le calcique comme anti-angineux que, et regardez ici, qu'on va utiliser aussi l'IEC dans la maladie coronaire. Donc ces 2 médicaments qui sont bien indiqués dans la maladie coronaire, je pense que c'est une bonne indication d'avoir cette association et celle qu'on a aujourd'hui. La dernière, HTA et insuffisance cardiaque, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de travaux sur l'insuffisance cardiaque. Et ce qu'on espère avec cette HTA, c'est ça. C'est que vous avez vu tout à l'heure, on nous a dit, la maladie, on n'arrive pas à la vaincre. Et c'est pour ça que dans la classification, dès qu'il y a plus de 12, il faut réagir. Deuxièmement, combinaison dans le même comprimé, c'est une façon d'aller plus fort. Voilà, s'il n'y a pas une prise de conscience, il n'y a pas la prévention, il n'y a pas le régime alimentaire, surveillance du poids, alors la maladie va continuer à augmenter. Parce qu'on n'a plus le temps de faire du sport, on n'a plus le temps de manger correctement, on prend du poids et ça s'aggrave. Et donc, je crois que ces recommandations, et c'est ma critique des nouvelles recommandations, tant qu'il n'y aura pas une grande place pour la prévention de l'HTA et la place du sport et du régime à l'échelle communautaire à travers le monde, ça restera le facteur de mortalité numéro 1. Et toujours d'abord on fait les petites étapes, les 2 molécules en un seul comprimé, et on va essayer de classifier, d'être plus sévère, en espérant que chez Nahar,
là qu'on a et que ce n'est pas très longtemps, on verra cette courbe descendre. Et je vous remercie.